Ok. C'est Euh, parti. Bah, en plus, je trouvais ce thème d'à propos, puisque les espèces exotiques envahissantes bah, mettent en lumière notre vision un peu, on peut dire un peu raciste, mais sans qu'on s'en rende forcément compte. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est y compris chez les naturalistes ou les personnes qui protègent la nature, bah, parfois on se lâche un peu en pensant bien faire ou en pensant qu'il y a des bonnes et des mauvaises espèces, des écosystèmes qui seraient malades ou pas malades. On, on personnifie un peu même parfois trop la nature. Et c'est souvent au détriment d'individus sentients. Je vous ai perdu? Non, c'est bon. Si, Ok, sentient, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. ok. Bienvenue à Alors, Noël qui nous rejoint, mais on ne la voit pas, on ne l'entend pas. alors, certains ou certaines disent que c'est le mot le plus important du monde et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que je fais? Je vous partage mon écran. Attends, je te mets en, je te pro... Il faut que je... J'ai- Non, non, Voilà, j'ai la fonction. d'accord. Est-ce que... Alors, en revanche, est-ce que... Alors, vous devez voir un Bientôt, animal bientôt. que vous connaissez. Attends, pour l'instant, ça charge, moi. Ah, oui, une tortue. Ok. En revanche, je vois pas le chat. Alors, du coup, Frédéric, Oui, est-ce que... enfin, non, mais on est assez peu nombreux pour pouvoir interagir. Donc, vous m'interrompez quand vous voulez. D'accord? ok. Voilà, n'importe quoi. En fait, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Beau d'ailleurs, sur les espèces exotiques qui nous entourent. Et beau parce que j'ai collaboré avec un photographe qui s'appelle Cyril Ruozo, c'est marqué là sur cette photo, D'accord. et qui photographie les autres animaux ou les animaux non humains, bah, toujours pour les mettre en valeur. Et c'était pour dire qu'avant d'être espèce exotique ou envahissante ou tout ce qu'on veut d'affreux, bah, elle pouvait être magnifique. D'ailleurs, c'est le cas de la plupart, d'une bonne partie des espèces dites exotiques envahissantes. C'est des espèces qu'on a fait venir parce qu'on les trouvait jolies. Les premiers ragondins, c'était parce qu'on les trouvait trop mignons. Les perruches à collier, c'est parce qu'on les voulait, etc. Il y en a plein comme ça. Et puis ensuite, une fois que c'est libre et émancipé, ça nous plaît beaucoup moins, on les trouve moins jolies. Voire quand c'est banal, on les trouve moins jolies. Ça, c'est des choses importantes. Alors, je ne sais pas du tout où vous en êtes sur ces sujets de biodiversité, tout ça, mais comme aussi c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, pardon, et c'est entraîné par les associations dites de conservation, et le mot est important, je trouve, de conservation de la nature, on entend que ce serait la cinquième ou la sixième cause de la disparition de la biodiversité, etc. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Et puis dans l'entre-deux tours, je ne sais pas si ça se dit comme ça, avec un parti assez raciste, je trouvais en plus d'à propos de parler de ça. Parce que sans s'en rendre compte, parfois, avec les espèces exotiques dites envahissantes, en tout cas les espèces qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'aurait pas envie de voir dans notre nature, la nature qu'on aime, ben souvent on se lâche un peu. Et moi, ça a commencé avec cette histoire de tortue de Floride il y a très longtemps, dans les années 90, quand j'ai commencé à être jeune naturaliste, j'aurais dû, en trouvant une tortue de Floride, la tuer, l'écraser. C'était une espèce dite nuisible, il y avait tout un truc, ça allait prendre la place de la cistude d'Europe, par exemple, une autre tortue. Ça, c'est vraiment le grand remplacement est très fort avec les autres espèces, aussi, donc avec les humains et les non-humains. Et donc, c'est toujours des histoires de grands remplacements. Et en fait, en creusant le sujet, donc moi j'ai pris une trentaine d'espèces avec que Cyril avait photographié, et j'ai creusé le sujet en disant, bon, est-ce que vraiment elles nous embêtent? Est-ce qu'elles prennent la place de? Est-ce que ceci? Est-ce que si on laissait les tortues de Floride dans nos environnements, il n'y aurait plus de cistude d'Europe, etc. Et puis en fait, il s'avère que aucune espèce en milieu terrestre ne prend la place d'une autre. Donc les chiffres qui nous inquiètent et qui inquiètent à la fois les conservateurs de la nature et le grand public, c'est des chiffres qui viennent beaucoup des îles, où effectivement, quand on a introduit parfois des rats, ben, il n'y avait pas de prédateurs, les oiseaux, certains ne volent pas, là je pense à certains, enfin dans certaines îles. Bon, bref, et les chiffres inquiétants de cette disparition de la biodiversité viennent beaucoup des milieux insulaires. En milieu terrestre, aucune espèce n'a pris la place d'eux.
ça n'existe pas. Et quand on creuse, si on prend le cas de la tortue de Floride, ben non, elle ne prend pas la place de la cistude d'Europe. En général, les espèces exotiques envahissantes, les espèces exotiques dites envahissantes occupent des espaces qui ont été, je raccourcis un peu, mais libérés par nos actions, c'est-à-dire soit trop pollués, dégradés, qui ne ressemblent pas à ce qu'il y avait avant, etc., qui ne conviennent pas à des espèces dites locales, et, eh bien, ces espèces vont profiter. Et puis, comme en plus les espèces exotiques qui s'installent, je vais revenir sur la définition, sont très rares, en fait, il y a très peu d'espèces qui s'installent, puisqu'il y en a beaucoup qui arrivent tous les ans, mais il y en a très peu qui s'installent vraiment. Et celles qui le font, bah, elles sont opportunistes, souples, adaptables, etc. Donc, c'est un peu normal aussi qu'elles occupent des espaces où les autres ne sont pas. Mais on va dire dans un écosystème très résilient, très diversifié, avec plein de prédateurs, de parasites, de je ne sais quoi, etc., ben, supporte très bien. Quand un écosystème ne supporte rien, ce n'est pas une personne, mais supporte très bien l'arrivée d'autres espèces. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un environnement naturel, puisqu'il y aurait 3% de la Terre qui serait sans notre impact. Alors ça a commencé à m'interloquer. Donc, je n'ai tué aucune tortue de Floris trouvée. En plus, je faisais parfois des animations à l'époque, donc j'étais avec un public, et je me retrouvais avec ma grande tortue là, et on me regardait. Parfois, c'était des enfants, des adultes, et on me disait, oh, une tortue, ben oui, tout le monde était fasciné par une tortue. J'étais censé lui écraser la tête. Je ne l'ai jamais fait. Et puis, début des années 2000, sont arrivés d'autres insectes absolument sublimes, Mhm. qui en latin s'appellent frelons veloutés, Velutina. Le vrai nom officiel sur l'INPN, l'Institut d'inventaire national du patrimoine naturel, c'est frelon à pattes jaunes, et qu'on appelle de façon stigmatisante et raciste un frelon asiatique. Et là, les apiculteuristes ont dit un peu n'importe quoi, et etc., etc. Et alors, quand je dis n'importe quoi, c'est pas grave, mais surtout, ces espèces mettent en lumière une vision complètement subjective que nous avons toutes et tous autour de qu'est-ce que devraient être nos environnements. Et c'est chouette ce sujet du frelon à pattes jaunes parce que c'est comme avec le Covid, personne n'est spécialiste des virus. En revanche, tout le monde avait un avis sur le Covid. Personne n'est entomologiste. En revanche, tout le monde a un avis désormais sur les frelons asiatiques à pattes jaunes. Donc, du coup, ça permet de discuter de comment nous aimerions que il y ait des choses autour de nous, quel non-humain nous aimerions avoir autour de nous ou pas, en fonction de. Et donc, si on est apiculteuriste, ben, on aime voler tranquille du miel aux abeilles, donc on n'aime pas les frelons. Si on s'en moque, ben, on peut tout à fait vivre avec. Si on aime les hyménoptères, on peut les trouver magnifiques, enfin, etc., etc. Et c'est ça que je trouve intéressant avec ce sujet. Et voilà Cyril Ruozo, vous le voyez, qui est en action. Voilà le livre qu'on avait fait chez Belin. Cyril a été primé au National History, pas ce qui est écrit, au World Wildlife Photographer of the Year. Et c'est un film qu'on avait fait. Voilà. Un livre qu'on a fait qui m'a demandé beaucoup de boulot, oui, parce qu'en plus, si je reviens sur le livre, j'ai souvent cherché aussi les avantages des espèces dites exotiques envahissantes. Ben, si vous tapez avantage dans un PDF, une thèse ou tout ce que vous voulez, vous trouvez le nom d'avantage et non pas avantage. Ils sont davantage ceci, davantage cela. Il n'y a jamais d'avantage. Parce que quand vous êtes dans le collimateur d'Homo sapiens, c'est foutu pour vous. Vous n'avez pas exactement comme les humains qui n'aiment pas d'autres humains. Eh bien, on trouve toujours, on accuse toujours son chien d'avoir la rage, etc. Donc, il y a quasiment jamais, j'ai eu un mal fou à trouver les avantages. Donc, certains, je les ai supposés. Quand c'était des prédateurs comme les frelons à pattes jaunes, ben, j'ai dit les proies qui étaient les leurs. Quand c'était des faucardeurs comme les ragondins que vous voyez en bas à droite, ben, j'ai dit qu'ils pouvaient limiter la végétation et le fait que des mares ou des étangs se ferment, par exemple. C'est vrai qu'au début, dans les années 50, on les traitait de gentils faucardeurs. Quand on s'en fichait de ces espèces exotiques, parce que vous voyez, en plus,
beaucoup des phénomènes de mode. Vous savez qu'il y avait le jardin d'acclimatation. On était très content parfois d'acclimater des espèces dans nos espaces. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce exotique envahissante, une EEE? Qui n'a jamais entendu parler de EEE? Non. Ok. Espèce exotique envahissante, c'est la liste noire, c'est épouvantable. Si vous êtes EEE, si vous êtes déclaré EEE par Homo sapiens, vous êtes foutu. D'ailleurs, chaque individu de votre espèce est stigmatisé et foutu. Une espèce exotique, je vous rappelle juste que c'est une espèce qui vient d'ailleurs, qui n'est pas dans son environnement naturel. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue toute seule, c'est forcément Homo sapiens qui vous a baladé. Envahissante, c'est quand quand vous vous acclimatez dans cet endroit-là et que vous faites des enfants, vous vous reproduisez, vous trouvez des conditions idéales à votre survie et vous êtes un peu partout sur les territoires. Et surtout, envahissant, c'est quand vous embêtez Homo sapiens. Parce qu'il y a des espèces qui peuvent être partout sur le territoire, mais qui ne nous embêtent pas, donc on ne les considère pas comme envahissantes. C'est toujours anthropocentré, Homo sapiens centré. Donc, je vous ai pris un exemple d'espèce exotique envahissante. Sauf que là, la date, nous, on a mis, ça dépasse la date limite qu'on a posée. Je vous ai pris une espèce complètement au hasard. Il s'agit d'un primate hominidé qui s'appelle Homo sapiens. Il est parti d'Afrique. Et ceux qui sont arrivés en Europe, celles et ceux qui sont arrivés en Europe, c'était il y a environ 50 000 ans. Mais 50 000 ans pour nous, ce n'est pas exotique. C'est 10 000 ans. C'est si vous êtes arrivé il y a moins de 10 000 ans que vous êtes exotique quand vous êtes un animal non humain. Et pour les plantes, c'est l'an 1500. On considère qu'avant, voilà, il n'y avait pas assez de voyages à travers le monde. Donc, vous voyez, c'est donc des critères, bien sûr, qu'on a déposés nous. Donc, c'est une espèce qui vient d'ailleurs, comme celle-ci. C'est une espèce qui s'installe, qui se naturalise, qui fait des enfants, qui trouve de la nourriture, qui trouve des conditions idéales à sa survie. Je suis toujours sur l'espèce prise au hasard que je vous ai présentée tout à l'heure. Et crime de lèse-majesté, c'est une espèce qui prendrait la place de. Là, je vous ai pris, voilà. Voilà. Donc, ce qui est assez drôle quand on creuse ce sujet, donc j'aurais dû mettre au conditionnel le prendrait, là d'ailleurs, parce que c'est prendrait, parce que c'est une espèce de fantasme, ça n'arrive pas. Et en fait, ce qui est assez drôle, alors oui, je vais revenir là-dessus. Attendez là, voilà. En fait, non, pardon. Allez, je refais ça. Donc, derrière ces appellations, espèces exotiques et envahissantes, parce qu'on peut être une espèce exotique pas envahissante. Hein. Par exemple, les perruches à collier, elles ne sont pas encore considérées comme envahissantes. C'est-à-dire, sapiens, c'est OK avec leur présence pour le moment. Mais vraiment, on s'inquiète quand même. Hein. On fait des études pour voir si elles ne prendraient pas la place des mésanges ou des écureuils avant de sortir le fusil. Y compris chez les écologistes, on sort le fusil pour tuer des espèces. Je vais revenir là-dessus. Moi, ce que je vois derrière ces termes, c'est que c'est hyper stéréotypant et complètement stigmatisant. C'est-à-dire que quand vous êtes déclaré, bon, c'est comme le terme nuisible, ça n'a aucun sens déjà de déclarer tous les renards nuisibles dans un département pendant une année. Ça n'a aucun sens de déclarer que tous les rats sur mulot, que tous les ragondins, que toutes les perruches à collier, ce n'est pas le cas pour elles, mais que toutes les tortues des cistudes d'Europe, les tortues de Floride, ce serait d'affreux jojo. Donc, c'est des trucs qu'on essaye d'éviter chez les humains et les humaines, vous êtes d'accord? Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec les animaux non humains. Vous me suivez? C'est OK? Tout le monde m'entend et tout? Hein? Oui. Il y a toujours des inconvénients, on ne trouve jamais d'avantages. Et j'ai quand même souvent entendu dire des étudiants en thèse ou des directeurs de recherche et tout qui invitaient les étudiantes ou les étudiantes qui faisaient des thèses à chercher les inconvénients des espèces, pas question de trouver des avantages. Alors que des études commencent à montrer que certaines espèces exotiques qui peuvent plus ou moins être envahissantes sont parfaitement, ont un aspect parfaitement positif pour nos environnements. Mais surtout, elles sont là. Je vais revenir là-dessus. Oui, et derrière tout ça se cache la notion de rôle, qui serait quand même un peu judéo-chrétienne, qui a dit que tu vas faire ça, tu vas faire ça. La notion de rôle n'est pas très rigoureuse. En fait, un rôle, quand on entend oui, c'est très important, cette espèce, c'est en fait important pour nous.
Pour nous, parce qu'on veut que nos légumes soient pollinisés, pour nous, parce qu'on veut que cette forêt soit jolie, pour nous, parce qu'on veut de la biodiversité à cet endroit-là, pour nous, parce qu'on veut des orchidées, pour nous, les rôles, c'est en général anthropocentré. Ça n'existe pas des rôles. C'est un peu comme si Dieu avait distribué, tiens, toi tu feras ci, toi tu feras ça. Je prends d'autres exemples où là, les espèces qu'on introduit ou qu'on laisse arriver sont hyper bienvenues. Donc, il y a des espèces pour lesquelles c'est OK. Le castor, on va même jusqu'à voler des individus quelque part pour les introduire à des endroits où ils ne sont pas. Ils vont dézinguer tous les arbres sur le côté de la berge, mais c'est OK, c'est des espèces protégées et nous, on les aime. En revanche, il y a des ragondins qui font des trous dans les digues, ça, c'est pas bon, on sort les cages et tout le monde s'en fout, s'en fiche. Ou alors les loups, ils arrivent tout seuls, ils n'ont pas été introduits, ils sont arrivés tout seuls à traverser une frontière, et là, on leur fait une part hyper belle. Et alors vraiment, et peu importe leur impact, y compris les écologistes. Peu Pas les importe. bergers. Pas les bergers. Pas Oui, les alors, bergers. non, pas les bergers. Pas les bergers. Non, non, bien sûr, et c'est un truc important que je redirais sur le frelon à pattes jaunes, c'est qu'il embête des apiculteurs et des apicultrices, des éleveurs, et le loup embête des éleveurs et des éleveuses aussi. Mais le loup, on leur fait un tapis rouge quand on est protecteur de la nature, sans jamais se soucier, et je vais revenir des brebis, enfin un peu, mais des chevreuils ou des autres animaux, rien à faire. Un chevreuil, c'est de la nourriture pour le loup. Vous voyez, alors, ce livre, c'est des questions, hein, et là, mes propos, ce sont des questions. Alors, donc, quand je vous dis ça, ne faites pas attention à mon ton, je suis ouvert aux échanges, ce n'est pas des affirmations du tout, c'est des interrogations sur comment nous aimons voir le vivant, et comme la vie n'a aucun sens et qu'il n'y a pas un environnement parfait, je n'ai aucune réponse. Je dis juste que, voilà, pour certains animaux, on fait un peu n'importe quoi, on va voler des loups en Europe de l'Est et ça semble OK pour tout le monde. Quid de ces individus, quid de leur impact? On s'en fiche, c'est une espèce autochtone et on la souhaite. Ça, c'est important. Souvent, et ça c'est remarqué, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes nous coûte des millions et ne sert strictement à rien. Exactement comme de tuer des renards. On tue entre 500 000 et 1 million de renards chaque année. Mais il y a toujours autant de renards. Ça sert strictement à rien. Ça fait plaisir à des chasseurs et des chasseuses, peut-être. La Jussie, la renouée, ça nous coûte souvent des millions. Et puis il y a même une espèce de, je ne sais pas si je l'ai mis après, il y a une espèce de serpent qui se mord la queue parce qu'après il y a des programmes de lutte, y compris des plans d'action contre, par exemple, la Xénope, une grenouille qui s'est échappée. Et donc, du coup, on a de l'argent si on lutte contre et si on dit qu'elle n'est pas bien. Donc, on est presque obligé de dire que c'est pas bien pour avoir de l'argent aussi. Il y a aussi parfois pour certaines espèces une espèce de cycle infernal. Et surtout, l'inutilité. Quelle efficacité à chaque fois. C'est jamais mesuré ça. En général, ça sert souvent strictement à rien de s'acharner ou de dépenser des millions. Pour un exemple, la renouée du Japon, il y a des projets d'ingénierie végétale qui les encadrent avec des espèces qui les empêchent d'avancer. Bon, ben voilà, ok. Là, voilà. Et la lutte en permanence, et puis surtout, qu'est-ce que ça montre de ce que l'on pense des autres espèces vis-à-vis du public, vis-à-vis de nous-mêmes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aimer les frelons, d'aimer les abeilles et de détester les frelons, d'aimer les orchidées et de détester les renouées? Pourtant, les renouées, on les a fait venir parce qu'elles étaient jolies, d'ailleurs, celles-là aussi. La naturalité du monde, qu'est-ce que la naturalité du monde? Mais il en va beaucoup de ça. C'est presque, c'est ce qu'on se dit avec d'autres personnes, je ne vais pas les citer ici, mais parfois on a vraiment l'impression que c'est quasi religieux, en fait, cette vision qu'on a d'un jardin d'Éden, d'une nature parfaite, et les espèces exotiques viendraient polluer, changer nos espaces. Donc, on va aussi c'est un sujet, la naturalité du monde. Et puis surtout, et ça peut-être pour moi le plus important, c'est que tous les animaux que vous voyez là, tiens d'ailleurs j'ai mis un chat qui est une espèce envahissante aussi, tous ces animaux non humains qui sont des vertébrés, alors peut-être pas les frelons, on ne le sait pas encore, mais enfin si c'est une espèce, mais
ce sont avant tout des individus. On est entouré d'individus, et c'est ça qui est important. Le naturaliste professionnel, il est entouré d'espèces, il compte ses espèces, ses pratiques, il les range dans des cases, il fait des trucs et tout. Mais là, c'est comme dans ce chat, il y a du sapiens, mais il y a avant tout Isabelle, Nathalie, Frédéric, et puis, excuse-moi, qui est là. Ben, il y a d'ailleurs d'autres personnes. Claire, ben, pardon, il y a plein de gens qui y arrivent. Voilà. Ce qui est la réalité en fait du monde, ce sont les individus. Et donc, une tortue de Floride, un rat sur mulot, un ragondin, une perruche à coller se contrefiche d'appartenir à une espèce. Elle est un individu avant tout, comme vous et moi. Et surtout, je vais revenir sur le mot sentient dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont, en tout cas pour les animaux vertébrés, ce sont des individus sentients, c'est-à-dire qu'ils voient le monde comme nous. La conscience n'est pas suffisante. La sensibilité, ça n'est pas suffisant. Donc les neuroscientifiques et des philosophes et des éthologues ont cherché un mot plus proche de la réalité pour nous décrire et décrire les autres animaux, de comment on voit le monde. Et le mot, c'est sentience. La sentience, c'est voir le monde à la première personne. C'est éprouver des émotions positives, des émotions négatives, avoir une vision subjective de la vie, des expériences phénoménales. C'est assez complexe, je le fais un peu court, mais c'est être je. Ici, il y a une Nathalie. Le matin, elle se réveille, elle est Nathalie, elle va faire sa vie. Eh bien, pour tous les vertébrés, c'est pareil. Ils sont sentients. C'est bien plus important que d'être sensible comme un arbre ou un téléphone portable. Un smartphone est sensible, il réagit à mon doigt, il n'est pas sentient. Un arbre réagit à la lumière, à des choses. Il ne ressent pas la douleur, il n'est pas sentient. On peut avoir conscience et ne pas ressentir la douleur. La sentience décrit de façon beaucoup plus proche la façon dont on est nous et qui correspond aux autres animaux. Donc tous les vertébrés sont rentrés dans la catégorie des sentients. Et certains insectes, c'est pour ça que je mettais le frelon entre guillemets, mais certains insectes, il y a très peu de personnes qui s'en occupent. On n'est qu'au début de connaître qui est ou pas sentient dans le monde. On n'en est qu'au début. Et certains insectes commencent à cocher beaucoup de cases, voire on est en train de se demander s'ils ne sont pas sentients. Donc déjà, quoi qu'il arrive, ils sont bien sûr bien plus que sensibles, ils sont sensibles plus, et même les insectes deviendraient des animaux sentients. Je mets du conditionnel, parce que vous vous en doutez, vous le savez, il y a très peu de gens qui travaillent sur ces sujets, c'est encore au début de tout ça. En 2012, il y a si ça vous intéresse, il y a une déclaration à Cambridge des chercheuses au nom de leur institut, donc l'Institut Max Planck de mémoire ou d'autres, ont fait une déclaration en 2012, c'est à la fois récent et vieux, qui disait, au vu de ce qu'on connaît du substrat neurologique, du système nerveux, de tout ça, des vertébrés, ce serait quand même bien de ne pas leur faire tout ce qu'on fait. Les élever en batterie, faire des expérimentations, etc., etc., etc. 2012, déclaration de Cambridge, je vous invite, il y a une fiche Wikipédia là-dessus. 2022, il y a eu un truc à Montréal pour dire, là, pour les animaux, principalement les animaux d'élevage, pareil, une grande quantité de scientifiques ont fait une déclaration. Et si vous ne l'avez pas encore vu, mais il y a eu pas mal de presse là pour ça, il y a eu la déclaration de New York fin avril 2024, où là, c'est je sais plus, c'est des centaines de signatures. Alors, c'est plus les instituts, c'est les scientifiques, donc beaucoup des neuroscientifiques, des philosophes, des gens qui s'occupent de morale, des gens qui s'occupent d'éthique, des gens qui s'occupent d'éthologie, etc. On fait la déclaration de New York. Et dans cette déclaration de New York, c'est un peu la même que Cambridge en 2012, mais on inclut les insectes et d'autres invertébrés. Enfin, invertébrés, entre guillemets, ça se dit plus scientifiquement, mais donc, c'est-à-dire que là, on commence à dire, ben voilà, maintenant, avec tout ce qu'on commence à savoir, donc cette déclaration de New York, je pense qu'elle mettait un petit kick aux propensions à vouloir élever des insectes pour nous nourrir, qui est une fausse bonne idée, on pourra en reparler, mais peut-être qu'il y avait ça derrière, en disant, wow, doucement sur les élevages d'insectes, parce que s'ils sont sentients, moralement, on va plus être redevable, enfin, on va être redevable pendant des milliards d'années. Vu le nombre d'individus que l'on tue au micro-ondes ou
il y a le froid, micro-ondes, c'est les conditions d'abattage pour les élevages d'insectes, c'est complètement dingue. Et il y a un truc que j'ai remarqué quand j'ai creusé le sujet des espèces exotiques envahissantes, c'est que ce que l'on n'aime pas chez les autres animaux, c'est nous, ou les abeilles domestiques. Vous allez comprendre pourquoi. Nous, on est invasifs, vous le savez. On est exotique. Je ne connais pas votre CV, mais si je remonte, je sais que, et si je remonte à 50 000 ans, vous venez d'Afrique. Vous êtes nombreux. Vraiment, ça c'est... Et là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est exactement nous, et c'est tout ce qu'on n'aime pas chez les non-humains. Nombreux. Nous sommes communs. L'espèce, là, banale, il y en a partout du sapiens, partout, partout. On peut en faire ce qu'on veut, vous pouvez en détruire. Il y en a partout, c'est vraiment une espèce banale. C'est comme les pigeons ou les rats. On n'est pas naturel. On est super... qu'est-ce que j'ai mis? Oui, on n'est pas naturel. Bah oui, puisque pas naturel, c'est nous, par définition. Donc, on est l'artifice même. Pourtant, ce que je veux vous dire aussi à la fin, c'est que pourtant, on s'aime, malgré tout. Et on est hybride. Il ne faudrait pas que je mette ce mot plutôt croisé. On est croisé de partout. Voilà, quand on prend notre ADN, on est vraiment hybride. Et c'est ce qu'on n'aime pas du tout chez les autres animaux. C'est exactement nous. Donc, c'est quand même surprenant. Alors, vous saviez peut-être tout ce que je viens de vous raconter. Moi, je suis particulièrement lent à la détente. Peut-être, moi, il me faut, voilà, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. J'ai mis un certain temps, peut-être parce que j'avais une culture naturaliste très forte avec les espèces, les écosystèmes, la biodiversité. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à passer en fait d'une éthique environnementale sur les espèces, avec des bonnes, des invasives, des mauvaises, des rares, des à sauver, et vers une éthique beaucoup plus animaliste, qui considère les individus. Et pourquoi est-ce que je n'appliquerais pas aux autres ce que j'ai envie qu'on applique à moi? Je ne suis, avant d'être Homo sapiens, je suis François. Et moi, je suis une espèce exactement comme celle que je viens de vous décrire là, et pourtant, je suis quand même content d'exister. Donc pourquoi je n'accorderais pas ça aux autres individus, aux autres espèces? Et quand je vous dis hybride, on n'aime pas les trucs hybrides. Oui, donc si je reviens sur ça, là, invasif, exotique, nombreuse, commun, pas naturel, croisé, c'est les abeilles domestiques aussi. Hein. C'est ça. Ça, c'est les abeilles domestiques, hyper invasifs, puisque c'est nous qui les installons. Elles sont exotiques, elles viennent d'Afrique il y a 10 000 ans, on les a croisées de partout. Alors, elles ne sont pas considérées comme exotiques parce qu'elles sont arrivées toutes seules il y a environ 10 000 ans, juste avant que Sapiens déclare que vous êtes exotique. Elles sont nombreuses, elles sont communes, elles ne sont pas naturelles puisqu'elles sont croisées par nous. La plupart des abeilles sont des buckfast. Ça date du siècle dernier, croisées par un prêtre avec des reines africaines de partout, etc. Bon, elles n'ont plus trop rien de naturel, même si elles vivent un peu. Mais ça n'a aucune importance. Hein. C'est pas un critère pour moi de ne pas être naturel. On est bien d'accord puisque c'est moi aussi dans cette liste. Donc je m'aime aussi, j'aime les sapiens. Voilà, et elles sont croisées de partout. Et pour l'éradication qu'on a toujours un peu en tête, c'est une espèce de fantasme aussi, c'est pour ça qu'on continue à lutter. On a vraiment toujours, oh là là, les frelons, il faudrait les exterminer, les ragondins, ceci. On a toujours cette envie d'éradication. Et là, je vous prends un exemple qui m'avait frappé, c'est un canard Eris mature à tête rousse. Une fois, j'ai visité une réserve naturelle dans laquelle le ou la gestionnaire, je ne vous dirai pas qui, m'a dit j'ai posé la question, est-ce qu'il y a de la chasse dans votre réserve? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais on peut chasser aussi dans des réserves naturelles. Donc même dans un endroit super protégé, on a le droit de chasser. Et il me dit, non, non, on ne chasse pas. Ah, je dis, bah, c'est génial, dis donc, c'est rare dans une réserve, super, oui, la chasse est interdite, ok, génial. Et puis je vois des miradors au fond de la réserve, au bord de la réserve. Et je dis, ah bah quand même, il y a des miradors, je les voyais aux jumelles, il y a quand même des miradors autour de la jumelle. Et il dit, ah non, ça c'est nous qui les avons installés. Je dis, ah bon, pourquoi? Bah oui, ça c'est le programme européen Eris mature à tête rousse. C'est-à-dire, bah en fait, je vous la fais courte, les protecteurs de la nature prennent des fusils 22 longs rifles, donc ils font ça un peu plus proprement qu'avec des fusils de chasseurs ou chasseuses, et ils ont décidé d'éradiquer jusqu'à la dernière Eris mature à tête rousse. Je ne sais pas si ça se fera d'ailleurs, mais vous voyez, ce canard-là est arrivé d'Amérique par nous, il s'est échappé d'élevage, et son plus grand crime,
Alors, si vous cherchez des trucs, vous allez voir, ils sont toujours d'affreux jojo, beaucoup plus agressifs que les autres. Voilà, les espèces exotiques sont toujours beaucoup plus agressives. Alors, il y a peut-être une part de vrai, parce que comme c'est justement elles doivent se démerder, elles arrivent dans un pays, elles ne sont pas là, elles doivent occuper des espaces qu'elles n'occupaient pas avant. Donc peut-être qu'il y a un peu de vrai, mais bon. Mais son plus grand crime, c'est de risquer de s'hybrider avec les hérisses matures à tête blanche, pardon, qu'on a reléguées dans le sud, en Espagne, parce qu'on les a chassées en France, et donc il y en a en Espagne, et donc du coup, ça ferait des bâtards, des hybrides. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça. Donc, la LPO a validé ça, hein. C'est OK pour la LPO d'éradiquer jusqu'au dernier. Alors, peut-être que Bougrain, qui est quand même pas mal animaliste, c'est un peu. Mais c'est validé par les protecteurs. Quand vous racontez ça du grand public, ils sont sur le cul, ils ne peuvent pas comprendre. Mais c'est un bel exemple, peut-être un peu caricatural, d'une vision environnementale du monde, basée sur les espèces. Et là, elle risquerait de s'hybrider, de nous faire disparaître l'iris mature à tête blanche, et du coup, on perdrait une espèce pure. Mais c'est waouh! Si on prend un peu de recul là-dessus, c'est quand même, en tout cas, je le trouve, mais j'aime bien vous entendre, une attitude ultra violente, voilà, vis-à-vis d'animaux sentients, non humains sentients. Donc voilà, l'iris mature rousse, donc on a fait venir d'Amérique, en Angleterre, et puis certains individus se sont échappés. Et voilà une femelle. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un mâle au moment de la parade nuptiale. Il a un bec bleu. Je voulais parler des abeilles domestiques, mais voilà, je vous ai dit qu'elles venaient d'ailleurs, qu'elles n'avaient plus rien de trop commun. Et puis si je le raccourcis et si je le fais vite pour pouvoir échanger, j'aime bien rappeler aussi que si vous survolez la France, ben, il n'y a plus un endroit qui n'est pas exotique, puisque tout ce que l'on mange vient d'ailleurs. Ben, là, il y a du blé du Moyen-Orient, des coquelicots du Moyen-Orient. Les bleuets, je ne sais pas si c'est pareil. Les châtaigniers que les humains ont plantés de partout. C'était même dans son nom latin, c'est plante cultivée pour le châtaignier. Et puis tout ce que vous avez dans votre assiette et qui occupe des espaces, sauf que ils ne sont pas libres et émancipés. C'est-à-dire qu'on est OK pour qu'ils occupent de l'espace et prennent des millions d'hectares. Alors, bien sûr que c'est aussi parce que c'est pour nous nourrir, mais c'est parce que voilà, ils sont là, on les maîtrise un peu. Mais je crois que de mémoire, il n'y a que le chou qui est originaire d'Europe. Tout ce qu'on mange vient d'ailleurs. Les lentilles AOC du Puy viennent d'ailleurs. La vache est un auroch du Moyen-Orient. Les poules viennent d'Asie. Les poules qui sont l'emblème français est une espèce exotique. C'est assez savoureux. Et puis, bien sûr, tout ce que vous avez là, ça vient d'ailleurs. Donc, on est fait et on est nourri avec des espèces exotiques. Et puis, quand on creuse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ben, finalement, les espèces dites exotiques envahissantes ne sont pas si ennuyeuses que ça. J'aime bien cette photo parce que vous voyez une couleuvre à collier qui est en train de passer sous une tortue de Floride qui se chauffe au soleil. Ainsi, ce que j'ai pu trouver, parce qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup d'infos, c'est que les tortues de Floride occuperaient les mêmes endroits où se chauffent au soleil les cistus d'Europe, quand il y a des tortues de Floride au même endroit que les cistus d'Europe. Donc, du coup, il y aurait parfois une concurrence sur les lieux de chauffe. Ça pourrait être le cas. Et puis, ben, mon préféré, mon chouchou, mais surtout parce que du coup, on peut parler un peu plus. Parce que ce que j'aime bien dans tout ça, c'est que ça nous mène sur des échanges un peu sociaux, psycho, philo, naturaux, écolo. Il y a un peu de tout avec ce sujet. Voilà un frelon à pattes jaunes que je trouve un peu assez magnifique. Et je vais peut-être terminer là-dessus. Donc, ils sont arrivés en bateau en 2004 dans des poteries en bonsaï. Et il y aurait peut-être qu'une seule femelle qui serait au départ de toute la population européenne. Une seule femelle c'est la vie des guêpes, puisque les frelons sont des guêpes. Elles sont accouplées à l'automne par plein de mâles, les princesses. Il y a plein de mâles qui s'accouplent avec elles, donc elles ont différents spermatozoïdes, différents spermes à l'intérieur du corps. Elles passent tout l'hiver avec leur spermathèque remplie de sperme, et au printemps, elles sortent et elles refondent une colonie toute seule.
Et en fait, celle qui est arrivée en France, celle avec un S ou sans S, elle est arrivée avec sa spermathèque pleine au moment de fonder une colonie. Donc toutes les étoiles étaient alignées, toutes les planètes étaient alignées pour que elles sortent. Et l'environnement biogéographique du Lot-et-Garonne où elle est arrivée ressemble à l'environnement biogéographique de la région de Shanghai d'où venaient ces poteries pour bonsaï. Et donc, voilà, hop, elle est arrivée. Et il y en a absolument partout maintenant, en Espagne, en Allemagne, etc. À partir toujours, en priori, parce que de temps en temps, les scientifiques font des prélèvements pour voir si ce n'est pas d'autres introductions involontaires, mais c'est toujours la même lignée qui vient de Tombeuf. Donc, presque peut-être une femelle, une ou deux ou trois, on n'est pas sûr, en tout cas très proche. À un moment, on s'est demandé, on s'est dit, bon, elles vont finir par péricliter parce qu'elles sont trop consanguines. Alors, je dis les filles parce que c'est plutôt les filles qu'on rencontre, des femelles. Finalement, non. Voilà. Donc, on trouve des frelons à pattes jaunes et des photos qui font peur. Mais bon, ça pourrait être un apiculteur ou une apicultrice. Hein, quand on s'approche d'une ruche, il faut se protéger aussi. Et je termine peut-être par ça pour échanger. Donc, à propos du frelon à pattes jaunes, donc ils ont souvent, c'est comme la coccinelle asiatique, ou le frelon asiatique, ils ont un nom très stigmatisant, donc ce serait chouette de leur donner leur vrai nom. Ici, c'est frelon à pattes jaunes. Ceux qui nous embêtent, ce sont des populations ou des individus, mais pas tous les frelons à pattes jaunes, mais c'est quelque chose que vous connaissez avec l'histoire des nuisibles, quand on décrète une espèce ésode, espèce susceptible d'occasionner des dégâts, puisqu'on dit nuisible. C'est un peu ridicule de stigmatiser tous les renards d'un département pour une année. Ça veut dire qu'en fait, vous marquez à la culotte tous les renards ou tous les frelons ou tout ce que vous voulez au fer rouge et tous les individus, même si vous n'avez pas mangé une seule poule quand vous êtes renard, c'est quand même OK pour prendre un coup de fusil. Donc, il y a évidemment plein de frelons à pattes jaunes qui ne nous empêchent pas de voler contre leur gré du miel aux abeilles. L'apiculture, c'est un vol organisé de réserves de nourriture que les abeilles fabriquent pour elles et non pas pour Homo sapiens. J'aime bien le rappeler aussi parce que c'est comme avec le loup, on ne remet jamais en cause l'élevage des brebis. Et y compris les écologistes politiques ou des écologistes sont OK pour qu'on élève des brebis pour leur voler leurs enfants, les tuer, en faire des gigots d'agneaux, ou quand elles sont trop vieilles, à 5-6 ans, les découper pour qu'elles fassent de la viande pour nos spaghettis. Ça, on n'en parle jamais pour nos lasagnes. Pareil, et je reviendrai là-dessus, on ne remet, ou je l'entends quasiment jamais, mais dites-moi si c'est pas en cause, le fait de voler contre leur gré du miel aux abeilles. Je sais que peut-être parmi vous, il y en a qui sont apiculteurs, apicultrices. C'est tout OK pour moi. C'est juste qu'on me bullshit pas. Les frelons, surtout, sont installés. Les frelons à pattes jaunes, ils sont installés. Nous avons 2 espèces de frelons désormais en France. On en avait qu'une. Là, la biodiversité a doublé en frelons. Ben non, on n'est pas content. Mais surtout, ils sont installés. On n'y peut rien. Et toujours ce fantasme de l'éradication. Ils sont européens désormais. Un frelon à pattes jaunes, leurs ancêtres sont arrivés en 2004. Si vous comptez le nombre de générations, je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre CV, dans votre arbre généalogique, mais peut-être que la plupart des frelons à pattes jaunes sont plus français que vous. Sauf que nous n'accordons jamais le droit du sol, et ça, je trouve que c'est un truc important, le droit du sol aux animaux non humains. Jamais. J'ai lu un truc qui me fait mourir de rire sur le site de la Fédération de chasse à propos des faisans. Eux, ils ont réussi leur intégration. Vous voyez, c'est un peu comme un peuple d'humains qui serait, je sais pas, des Écossais par exemple en France. Eux, eux, c'est OK. Et en fait, c'est juste que le faisan, en fait, on est allé chercher en Asie où ils sont arrivés avec, je ne sais qui, peut-être les Romains, je crois. Enfin, en tout cas, c'est vieux, ça remonte à l'Antiquité, donc bien avant. Donc les faisans sont exotiques. On va rechercher tous les ans des coqs chinois pour d'autres régions d'Asie pour
booster un peu la génétique de nos populations, mais eux, ça va. Voilà, on a oublié un peu que le faisan. Voilà, c'est le seul. Mais sinon, les autres, y compris les ragondins, ça fait un siècle qu'ils sont échappés et qu'on les a introduits, ils ne sont toujours pas français. Oui, et puis en plus, il y a eu un glissement sémotique terrible, c'est que je trouve, c'est que les frelons d'Europe, c'est le frelon d'Europe, le nom officiel, deviennent européens. Vous voyez, il y a vraiment les Européens et les Asiatiques. Droit du sol, très important, jamais accordé au non-humain. Oui, non. Les frelons sont. On aimerait poser des questions, François, si tu le permets. Mais avec grand plaisir. Sur ce que je viens de dire, ou je termine, parce qu'en fait, je voulais terminer un nombre d'items sur le frelon, comme vous voulez. Je sais pas, non, Anne-Henri, c'est toi qui avais une question, donc je. Ouais, parce que comme on s'est donné 1 heure, Ouais. je voulais savoir il y avait un temps d'échange ou pas à Ben, la suite de cette présentation, en fait. oui, j'essaye d'aller vite et de vous laisser. On se laisse un quart d'heure, ça va? Voilà, mais c'est un quart Ouais, d'heure. Donc, d'accord. Ok. Donc, donc, je termine vite. oui, vas-y, conclue, oui. Ce sont des animaux inoffensifs quand on est loin du nid. Le piégeage est complètement inefficace et pourtant, le ministère de l'Agriculture soutient les apiculteuristes à déclencher des campagnes de piégeage là, depuis le début de l'année. Donc maintenant, le grand public gère le vivant. Mais pourquoi? Parce qu'on adore l'abeille pour lui voler son miel et du coup, et les frelons sont. On n'en a strictement rien à fiche, tout le monde se fiche des frelons et donc on est OK pour que le grand public fasse de la gestion en quelque sorte, puisqu'on les invite à piéger. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les frelons qui nous racontent que les frelons à pattes jaunes sont des pollinisateurs, qu'ils sont des prédateurs. Ils attaquent des guêpes, ils attaquent des mouches, ils attaquent des pyrales du buis, ils attaquent tout ce que vous voulez. Vous mettez l'insecte que vous n'aimez pas, ils les attaquent puisqu'ils aiment bien les insectes regroupés. En ville, ils mangent beaucoup d'abeilles domestiques qui sont hyper faiblardes et tout, donc c'est super pour eux. En revanche, en dehors, c'est que 30% de son alimentation, les abeilles domestiques, ce qui est déjà pas mal quand même, mais parce qu'ils aiment bien les insectes regroupés. Alors, les pauvres font partie de la chaîne alimentaire. Les bondrées apivores, les mésanges, etc., mangent des frelons à pattes jaunes. De toute manière, ils sont intégrés maintenant, comme toutes les espèces. Cet insecte, les frelons se sont attaqués au seul insecte qui avait un syndicat. Un peu comme les loups, ils se sont attaqués aussi à des animaux qui avaient un syndicat, d'éleveurs. Le miel n'est pas essentiel, peut-on le rappeler, le crier, on n'est pas obligé d'avoir du miel, donc on est ennuyé pour cette économie-là ou ce hobby-là, mais voilà, c'est en fait le frelon nous embête d'avoir cette économie-là ou ce hobby qui n'est pas essentiel et qui est ultra violent. L'apiculture, c'est ultra violent vis-à-vis des abeilles domestiques. On leur vole leur nourriture et quand on va chercher du miel, on tue des individus. Et quand on entend les apiculteuristes dire j'aime mes abeilles, en fait, c'est plutôt la ruche dans son ensemble, mais pas forcément les individus. Sont-ils sentients? Question. Les grands insectes sociaux, peut-être. C'est évidemment du spécisme. C'est un terme aussi, si vous ne le maîtrisez pas à fond, c'est complètement du spécisme d'être OK pour l'abeille domestique et pas OK contre le frelon. Qu'est-ce que ce serait que cette façon d'aimer la nature en ayant ses têtes? En plus, si avec nos critères, ils sont sauvages, donc ils seraient nobles, parce que vous savez, il y a une grosse dichotomie entre l'animal domestique et l'animal sauvage. Alors que pourtant, d'un point de vue individuel et sentientiste, il n'y a aucune différence entre une poule et un gypaète barbu pour lequel on dépense des millions. Et là, les frelons à pattes jaunes sont sauvages, donc seraient donc plus nobles. J'ai bientôt fini, pardon. Et s'il tuait des moustiques tigres, et s'il tuait des punaises des lits, et s'il tuait des pyrales du buis, ce qui est le cas d'ailleurs, et si on leur ferait des tapis rouges. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup, François, pour ce super exposé qui nous met en question nos certitudes. Anne-Henri, tu voulais poser une question? Voilà, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Ouais, écoute, ok, j'attaque. Merci en tout cas pour la présentation du livre. Alors moi, on pourrait continuer à échanger sur les abeilles et donc je ferai juste une remarque parce que je ne m'y connais pas beaucoup, mais on sait le rôle important normalement des abeilles dans la pollinisation. Donc ça aurait pu être intéressant de pouvoir continuer là-dessus. Mais moi, je voulais savoir, revenir sur le livre, c'est-à-dire comment vous avez travaillé, est-ce que vous avez travaillé avec des scientifiques et est-ce que c'est juste un livre
dédié sur les espèces exotiques envahissantes ou vous traitez de sujets plus larges? Bon, là, je parle de ce livre, mais en fait, c'est ma réflexion de plus en plus, et je vais faire un autre bouquin qui parlera de nos visions subjectives par rapport à certaines espèces. Là, ce livre-là, je crois que c'est 30 espèces, ça s'appelle Ces espèces exotiques qui nous entourent. Et en fait, je suis parti du matériel qu'avait le photographe, c'est-à-dire Non, environ parce que 30 en fait, espèces. Frédéric, il nous a proposé la conférence autour d'un livre, 250 idées autour de la nature. Oui, oui, alors, en fait, c'est ma démarche vis-à-vis des idées reçues qui m'a emmené de plus en plus à déconstruire beaucoup d'idées, justement, et en fait, finalement, elles étaient reçues, voire subjectives, voire c'était des arguments fallacieux, etc. Et en fait, bon, c'est dans la continuité de ma démarche autour des idées reçues, finalement. Mais ça concerne que les espèces exotiques envahissantes ou il y a d'autres thématiques abordées en fait, Ah bah, concernant moi, justement ces idées reçues? non, mais des idées reçues, j'en ai des tonnes sur d'autres animaux, mais là, je parlais surtout des exotiques là aujourd'hui, mais bon, après, je peux prendre la mauvaise réputation des araignées, par exemple, et puis vous déconstruire les idées reçues autour des araignées facilement, tout ça. Mais là, je trouvais d'à propos en ce moment parce qu'on se croit parfois non raciste, et puis finalement, en tout cas avec les non-humains, et pire avec des animaux, des non-humains sentients, finalement, personne n'est épargné par une certaine violence vis-à-vis des autres. Donc là, c'est Et autour de ce livre. Et tu avais une autre question, non? On peut se tutoyer avec plaisir ainsi. ouais. Et tu as travaillé comment? Tu as rencontré Ah oui. voilà, des Euh, scientifiques et, et ben, ça a été hyper dur. Donc, quand j'avais pas d'infos, j'ai appelé les responsables scientifiques des programmes. Je sais pas, comme par exemple contre le Xenoplis, qui est une grenouille qui vient d'Afrique du Sud. Ensuite, j'ai lu toutes les thèses qui concernaient ces espèces-là. C'était hyper dur. J'ai eu quelques personnes, dont des directeurs de recherche qui me disaient ces trucs-là n'ont rien à faire chez nous. De quoi je me mêle? C'est-à-dire qu'en fait, même, et ça, mais bon, c'est ça qui est chouette, mais avec le vivant, disons en restant sur les animaux, on a une part assez émotionnelle en nous, y compris des personnes qui ne sont pas censées sortir de leur réserve scientifique. Mais qu'un scientifique dise il n'a rien à faire chez nous, là, il sort complètement de. Et je ne l'ai pas entendu qu'une fois. Je ne dis pas que tous les scientifiques qui bossent sur ces sujets, mais. Et puis, on part surtout avec un angle. Quels sont les impacts des tortues de Floride sur. Ouais, et du coup, on va creuser l'impact. Mais en fait, et c'est ça que j'aime rappeler dans ce livre, c'est que toutes les espèces ont un impact. La première, c'est nous. Mais toutes les espèces ont un impact, que vous soyez une mésange bleue originaire d'Europe ou une perruche à collier, vous avez un impact. Ce n'est pas parce que vous êtes étranger ou étrangère que vous avez plus d'impact que d'autres. Vous voyez les écrevisses, pareil, en général, j'ai fini par toujours avoir les thèses, en tout cas, les études scientifiques qui avaient été faites sur ces espèces. C'est pas un livre d'opinion. Parfois, quand j'ai pas d'avantages, je proposais des avantages. Si c'est un prédateur, du coup, les prédateurs, c'est chouette d'avoir des prédateurs, parce que j'en ai pas trouvé. Donc, c'était des propositions, mais peut-être je laissais le conditionnel. En tout cas, j'ai essayé d'avoir toutes celles et ceux qui bossaient sur ces sujets. Ouais. Moi, je trouve que ce que tu dis, ça a l'avantage de sortir d'une pensée unique par rapport à nos comportements, par rapport aux frelons à pattes jaunes, comme tu dis. Voilà, c'est la pensée unique aujourd'hui. C'est un animal qu'il faut tuer, quoi. Voilà. Et ça a l'avantage de ce livre-là certainement de remettre en cause ces pensées uniques qu'on a tous aujourd'hui. Et pourtant, on se dit écolo. Mais moi, je me rappelle une fois, j'avais un essaim de frelons asiatiques, enfin, deux frelons à pattes jaunes. La première chose, c'est le dézinguer parce que voilà. Mais c'est vrai que c'est bien de remettre en cause ces idées préconçues aussi. Et moi, j'avais une question par rapport à cette classification, cette nouvelle classification d'être sentient. C'est quelle peut être la conséquence sur le rapport
notre rapport au monde vivant, de considérer les individus ou cette espèce de classification de sentients. Et il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que les arbres et les végétaux, les arbres, par exemple, tu as dit, c'était pas des êtres sentients. C'est quoi la conséquence par rapport à notre rapport au monde, de considérer les êtres vivants comme ça? Il est fou. C'est un changement de paradigme. C'est pour ça que c'est si difficile, y compris chez des personnes qui pensent aimer la nature et les animaux non humains. C'est complètement fou, en fait. Ça change vraiment la donne sur plein d'aspects. En fait, imagine toutes les situations où voilà, tu imagines que c'est des individus sentients, uniques, et qu'on va essayer de ne pas tuer ou de pas, pour lesquels on va éviter d'imposer du mal-être. Bah, en fait, ça change tout. Ça change tout. Est-ce qu'on accueille vraiment des loups à cet endroit-là? Est-ce que vraiment je peux manger des animaux non humains comme ça? Est-ce que vraiment je peux avoir des classifications domestiques sauvages? Et pourquoi je n'irais pas soigner un chevreuil alors qu'on soigne toutes nos vaches? Pourquoi on n'irait pas soigner? Pourquoi on n'interviendrait pas? Alors, ça peut être hyper compliqué pour des personnes très conservatrices ou un peu conservatrices, parce que c'est vrai que si on considère que le critère, c'est le bien-être dans le monde, c'est un peu ça, en fait, finalement, d'être sentientiste, c'est OK, j'applique à ce que j'ai envie qu'on applique à moi-même, je l'applique aux autres. Et dans la notion d'autrui, désormais, il y a les non-humains. L'altérité, elle est humaine et non humaine, désormais, surtout puisqu'on sait qu'ils sont sentients. Donc, comment apporter ce bien-être aux autres? Ça change absolument tout. En fait, ça fait presque. Mais alors, je vous dis tout ça, je fais mon mariole, mais j'étais naturaliste aussi, avec les bonnes espèces, les mauvaises et tout. Bon, ok, j'ai jamais écrasé les tortues de Floride dont je parlais au début. Tué. Euh, Ça prend du temps. C'est pas du tout intuitif parce que celles et ceux qui donnent le là, c'est plutôt une vision naturaliste du monde avec des espèces Linné croyait en Dieu, avec les espèces. Voilà, on pensait un peu au début que tous les individus d'une même espèce étaient les mêmes, tout ça. Donc on est baigné dans cette culture naturaliste. Ceux qui parlent de la nature, c'est des pros de la nature, souvent des naturalistes, des scientifiques. Et du coup, voilà, on entend qu'il y a des espèces rares et des espèces en danger. Mais la moindre poule dans le moindre élevage du monde se contrefout de ne pas être en danger et d'être une espèce banale. Elle a envie, comme vous et moi, d'être tranquille, de vivre le plus longtemps possible sur Terre et qu'on lui lâche la grappe. Non, c'est une excellente question. Euh, à chaque, c'est, euh, c'est vraiment un changement de paradigme, voire un changement total de philosophie vis-à-vis de la. Et je sais qu'au sein des JNE, il y en a beaucoup qui sont attachés à ce terme de nature, qui serait merveilleuse, etc. Et c'est pas facile du tout parce que ça veut dire que dans la nature, il y a quand même des prédateurs qui font du mal aux autres. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait de ces prédateurs? Il y a une assoce qui, en tout cas, essaye de promouvoir l'intervention pour le bien-être des animaux sauvages dans la nature. C'est un truc européen, je pourrais vous le trouver, je ne l'ai plus en tête. Mais ces gens-là paraissent complètement. Enfin, voilà, c'est des gens qui créent un peu dans le désert pour le moment. Mais quand on va, parce que là, la sentience, ça avance. Déclaration de New York, c'est avril 2024. C'est-à-dire qu'on va vers ça. Quand on va vraiment commencer à devoir appliquer ça, si on s'y prépare pas, c'est hyper compliqué. Surtout quand on est habitué, nous, à ce qu'il y ait des gypaètes barbus, protégés, rares, qu'on dépense des millions, qu'on laisse la nature formidable, on n'y touche pas, on la laisse, mais en fait, il se passe quand même beaucoup de mal-être dans cette nature. Mais ah oui, mais c'est la nature, elle est belle, on la laisse. Bah non, personne n'a envie d'aller là-bas se faire croquer les fesses par un loup, je sais pas quoi, personne ne voudrait y être, mais comme c'est. Donc, alors, je ne dis pas que c'est intentionnel du tout, hein, mais intuitivement, on a une culture naturaliste avec une espèce de quand même sacralisation de la nature. Et donc, le fait de compter sur les individus, ben, ça change tout. Et pas C'est les vraiment. arbres. Et les arbres, c'est répassant. Alors, et ça, c'est hyper On peut faire ce qu'on veut avec ça, les arbres, on peut les tuer. Non, mais
on ne peut pas faire ce qu'on veut avec nos environnements s'ils nous apportent plein de choses et si ceci, cela, dont les arbres, bien sûr. En revanche, c'est important, et là, les scientistes sont hyper à cheval là-dessus, c'est qu'avec, et d'ailleurs, ce terme de le vivant qui est devenu à la mode récemment, en fait, il remplace la nature, on a l'impression qu'il est un peu moderne, mais il inclut aussi les arbres. Et les arbres et une poule, c'est pas du tout pareil. Pas du tout. La poule, elle est comme nous, quasiment. L'arbre, pas du tout. Et donc, si on commence à englober, mettre tout le monde dans le vivant, eh ben, ça recule. En fait, c'est pas intuitif ce que je vais vous dire peut-être, mais ça recule la compassion vis-à-vis des individus, en tout cas ceux qui sont sentients et qu'on a déclarés sentients aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout OK de dire que les arbres souffrent ou ceci ou cela ont des bébés et tout, raconter tout ce qu'a raconté l'ingénieur forestier allemand là, avec son livre philosophique. Ben, en fait, ça retarde notre compassion. Donc, du coup, c'est vraiment à double tranchant cette histoire autour des plantes. Non, les plantes ne souffrent pas, la science ne montre pas que les plantes souffrent. Sinon, Dieu serait terriblement cruel à vous avoir fait bloquer, vous faire croquer toute la journée par des herbivores. Ce serait vraiment un affreux Jojo, Dieu qui n'existe pas, si je dois le préciser. Euh, euh, donc non, les plantes ne sont pas sentientes, absolument pas. Et c'est pas parce qu'elles sont sensibles qu'elles ont des émotions négatives, positives, qu'elles voient le monde à la première personne. Un chêne et une poule, même une poule élevée au fin fond de la Chine en batterie, ça n'a rien à voir, vraiment rien. Donc, et ça, c'est vachement important de pas, voilà. C'est bien, c'est cool, plus on protège nos environnements, plus on fait en sorte qu'ils soient diversifiés, tout ça. Ok, c'est ok, ok, ok. Mais euh, ne pas retarder nos actions et notre compassion vis-à-vis des vrais sentients. Et ça, c'est vraiment important, hyper important, et j'insiste là-dessus, et je trouve que la notion de le vivant, parce que dans le vivant, il y a aussi le ténia, le Covid, enfin les virus ne sont pas encore dans le vivant, mais il y a le ténia, je ne sais pas, la maladie de Lyme, il y a l'éthique, enfin, qu'est-ce que ça veut dire le vivant? D'accord? Ce serait peut-être priorité aux sentients, vu la dette morale que l'on a avec les domestiques et les sauvages en termes de sentience, on a cette urgence-là. Mm. Il y a plein d'autres vivants, on s'en fiche un peu, disons. Enfin, c'est pas prioritaire, disons. Mm. Et finalement, ce terme nous recule un peu. Okay. Je sais pas si c'est un vrai sujet hyper. Si on tourne autour de la sentience, c'est vraiment un sujet. Waouh, c'est pas intuitif pour nous. Et je dis nous parce que je viens quand même un peu du même monde que vous. J'ai mis du temps, c'est vraiment compliqué et ça change tout. Ok, Euh, merci François. Est-ce qu'il y a une autre question, Nathalie? oui, parce que je vais bientôt partir. Donc, ouais, le côté, les bons et les mauvais, on l'a déjà constaté plein de fois avec des associations de protection de la nature. Les dauphins, c'est gentil, les requins, c'est méchant, les deux sont des prédateurs, on le sait, voilà, quoi. Donc, bon. La question que je me posais, c'était par rapport à ta réflexion de descendre au niveau de l'individu et de laisser un peu de côté les espèces, comment ça s'articule avec la théorie de l'évolution, du coup? C'est-à-dire, Bah, en fait, les espèces, elles sont toujours en train de se transformer, c'est l'évolution, comme la nature d'ailleurs, parce que la vision un peu fixiste de dire qu'ils sont envahissants, c'est qu'on ne voudrait pas que ça bouge aussi. Tu vois. Alors que bon, enfin, la théorie de l'évolution, c'est quand même que même les écosystèmes évoluent, enfin, tous les uns et les autres s'adaptent en fonction de leur environnement. Mais ça, c'est plus au niveau d'une espèce que d'un individu, sauf l'épigénétique, évidemment. Mais enfin, bon, c'est quand même. tous les individus Il faut changent. quand même qu'il y ait un brassage de gènes pour pouvoir permettre une évolution. Donc, en fait, la notion d'espèce, elle est quand même, elle existe, elle existe. Ah, On va tout descendre au niveau de l'individu. non, mais bien sûr, et ça n'empêche pas du tout la notion d'espèce, l'individualisme, pas du tout. D'ailleurs, ça ne change rien à l'évolution. Les espèces évoluent, tout ça, mais elles sont avant d'être. Parce que le terme espèce, l'espèce, c'est un concept, c'est pas Oui. une réalité. La réalité, ce sont les individus, c'est Nathalie.
Donc, tes descendants vont évoluer, peu importe, mais tant qu'il reste des individus sentients, considérons-les, en fait, il s'agit de morale, considérons-les moralement, voilà, de la même façon. Puis si un jour ton espèce devient un individu non sentient, eh ben, si tu évolues vers un non sentient, ce qui pourrait être possible, que Sapiens devienne l'autre, mais non, ça change strictement rien. On deviendra tous non-sentients, hein, quand on sera mort. Tout à fait. Mais ton espèce pourrait devenir une autre. Alors, est-ce qu'il y a des cas j'ai pas en tête des exemples d'espèces qui auraient été sentientes il y a longtemps et qui sont devenues non sentientes? Hmm. Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Claire? Isabelle? Noël? François, oui, je voulais savoir si tu avais eu contact avec... Oh, pourquoi c'est tout? On va pas. Devant toi, devant toi, devant toi. Hop, 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 hop. Voilà. Euh, Avec ce garçon-là, Tu t'appelles comment déjà? Vipulen puveneswaram. Autonomie animale. Oui, et là j'ai un doute, mais la couverture me parle. Je ne l'ai pas. Il était dans le documentaire Animal de Cyril Dion, Oui, c'est ça. mais il a écrit avec donc deux camarades. Ah Il a bah, écrit un bouquin où justement il se penche sur notre rapport à l'animal. Alors, il n'utilise pas le mot sentient, mais il l'utilise en tant que... Comment il dit? Lui, il dit... touc, touc. Il parle d'agentivité. Ouais. Voilà, mais qui est quelque chose, à mon avis, dans une exception qui n'est pas très loin de la tienne. Ouais, parfois c'est vraiment proche et pas tout à fait finalement. Mais non, oui, j'en ai lu d'autres. Celui-là, je l'ai. Voilà, mais ce qui est rigolo avec ce garçon-là, c'est que donc, moi je l'avais interviewé, il venait de sortir son livre, il avait 19 ans. Donc il fait partie d'une génération, on va dire, de gens qui sont à mon avis, dans la même mouvance que celle qui Ouais. t'intéresse. Oui, c'est peut-être plus facile pour des jeunes générations qui sont qui sont quand même plus dans la compassion de l'individu, peut-être. C'est peut-être plus facile. Euh, Peut-être. voilà. En revanche, ce qui est étonnant, c'est que, en fait, c'est juste faire de la science appliquée. Si on était rationnel ici, on dit, OK, j'applique la science. Que nous dit la science? C'est des sentients, je n'y touche pas, je les laisse tranquilles et je fais en sorte que, comme pour moi, ils soient qui vivent le plus longtemps sur Terre et en meilleure santé possible. C'est une approche tout à fait rationaliste. Hein. C'est pas du tout, d'ailleurs, c'est parce que parfois, dans un de mes livres, j'ai parlé de néo-animisme, mais en écartant toute la partie ésotérique de l'animisme et en disant que finalement, la science nous a ramené vers ça. Chaque individu, alors on n'a pas d'âme, mais chaque individu a son, son individualité, quoi. Et, euh, Et donc, c'est tout à fait rationnel, en fait. Sauf que nous ne sommes pas des êtres irrationnels. Parfois, nous sommes un peu en religion avec une certaine vision qu'on aurait des espaces, des espèces, sans toujours s'en rendre compte. Et j'étais le premier à ne pas m'en rendre compte. Mais il en va d'une démarche parfaitement rationnelle. Qu'est-ce que nous dit la science sur les autres animaux? Qu'ils sont sentients, qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises espèces, qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le vivant, que ceci, que cela. Qu'est-ce que je fais aux abeilles? Ah oui, je leur vole du miel contre leur gré, mais bon, ça me fait un petit business ou alors ça me fait une occupation, un hobby. Ok, je suis subjectif. Ok, je vais détester les frelons. Ben, vous voyez, mais on n'est pas, on manque parfois de pensée critique et de rationalité. Et du coup, on s'embarque dans un discours un peu bullshit parfois autour de petit élevage paysan, une petite apiculture douce, etc., etc. Noël, tu veux interagir? oui, ah, On va se donner oui, 5 c'est minutes de Sapiens, plus, là, vas-y. passionnant. C'est bon. Ouais. Merci beaucoup. Enfin,
J'adore j'adore ce que vous dites. Mais alors, comment est-ce que vous avez, pour convaincre les personnes que vous avez en face de vous qui vont vous dire, ben non, moi je suis allergique aux guêpes, je suis obligée de les tuer, etc. Et expliquer, parce que ma théorie très générale, c'est vraiment que toutes les espèces ont le droit de vivre. Mais est-ce qu'il y aurait une petite phrase comme ça, là, qui pourrait est-ce que vous utilisez des phrases types? Oui. Alors, toutes les espèces ont droit de vivre, je ne sais pas. En tout cas, tous les individus sentients, déjà. D'accord. Après, il y a quand même des espèces qui sont ennuyeuses. Je sais pas, effectivement, la punaise des lits a le droit de vivre, mais c'est notre parasite unique. Si demain elle disparaissait par l'opération du Saint-Esprit, personne s'en plaindrait. Bon, on est plutôt d'accord. Donc, oui, elle a le droit de vivre, mais si, voilà, si elles étaient volatilisées, ce serait pas très grave. Mais en revanche, les individus sentients, oui. Ben pour les guêpes, je fais toujours, je fais encore une fois appel à la raison. En fait, on se fait quasiment jamais piquer par les guêpes. Et le fait de se faire piquer et d'avoir une réaction allergique est quelque chose d'assez anecdotique. Si effectivement on tend vers le risque zéro et qu'on veut un monde en accord avec les 0,9 à 6% des personnes allergiques, en fonction des chiffres sont compliqués à avoir, ben on serait obligé d'éradiquer les guêpes. Alors ça aurait des conséquences, enfin, et c'est pas possible, etc. Vous voyez, donc bien sûr que certains individus non humains ennuient des humains et des humaines parfois. En quelle proportion? Est-ce que c'est généralisé? Est-ce que tous les autres, est-ce que c'est important, etc., etc. On peut parler aussi de la différence entre le danger et le risque. C'est deux choses différentes en pensée critique, ça c'est important. Et surtout pour les guêpes, les piqûres de guêpes, en fait, les guêpes ne piquent pas. Et vous montrez une photo de guêpe à quelqu'un ou quelqu'une, vous lui dites qu'est-ce que c'est, une guêpe, qu'est-ce que ça fait? Ça pique. Et c'est complètement faux. Parce que d'ailleurs, la guêpe qui a été prise en photo n'a jamais piqué un humain ou une humaine. Donc c'est complètement faux. On Là, apprend ça au tout petit, tout jeune, hein. Comment? On apprend Oui, ça au tout petit, tout jeune, tout hein. à fait. Donc, on pourrait mettre du conditionnel. C'est comme avec Homo sapiens, je sais qu'Homo sapiens peut mordre. Ça fait hyper mal. Mais je ne suis pas inquiet quand je vous rencontre dans un bar ou n'importe où, dans un restaurant, parce que je sais que les conditions pour que vous me mordiez sont vraiment nombreuses. Il faudrait beaucoup de facteurs. Ben, c'est pareil, pour se faire piquer par une guêpe, il faut beaucoup de facteurs. Donc ça pourrait arriver, mais on ne met jamais le conditionnel. Sache juste que cet insecte-là pourrait un jour, si tu le serres dans ta main, te piquer. C'est tout. Pourrait. En revanche, quand il approche comme ça à table, 99% des 0,9% des cas, il ne pique pas. Donc, bon, il y a plein de choses. Demain, je fais un petit webinaire pour l'OPI où je vais parler de nos peurs des insectes. Bon, il y a beaucoup de choses qui se mettent en œuvre, hein, la culture, nos biais de raisonnement. Voilà, notre délit de faciès aussi. Il y a un délit voilà, les pauvres animaux non humains qui ne nous plaisent pas, qu'on trouve moches, ben, ont moins la cote que ceux qu'on aime. On va détester une araignée qui pourtant est bien plus utile avec des critères subjectifs qu'un chat. On va adorer les chats. Vous savez que les chats ont un impact important sur les autres animaux, mangent eux-mêmes des animaux non humains élevés de façon industrielle contre leur gré dans leur nourriture pour chats, etc., etc. Il vaut mieux avoir des araignées que des chats si on est rationnel. Mais nous ne sommes pas rationnels. Et c'est OK, bien sûr. Donc, j'aime bien faire appel à la raison. Après, je n'hésite pas à dire que je trouve magnifique un frelon ou une guêpe et à expliquer pourquoi. En fait, tout le monde n'est pas rationnel. Donc, quand vous avez un discours rationnel, ça peut ne pas marcher sur certaines personnes qui sont très système 1, émotionnel, heuristique, qui sont très sur les émotions. Ça peut ne pas marcher. Donc, ce qu'on fait, c'est comme ce qu'on fait en éducation à l'environnement, c'est qu'on multiplie les approches, idéalement. Donc, on peut, voilà, mais une seule ne va pas. Alors, surtout si vous sentez que celle-là ne va pas marcher. Il y a un autre petit truc aussi. Si on est c'est de toujours employer des termes positifs. On ne le fait jamais. Si vous dites à un enfant, n'aie pas peur, ça ne pique pas, c'est pas dangereux, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. 3 jours après, il retient peur, pique, manger. Et c'est hyper difficile parce qu'on a été élevé comme ça.
essayez la prochaine fois que vous êtes confronté à cette situation en disant « Ah, mais non, ben, elle est inoffensive, je la trouve jolie. » Et employer le terme inoffensif plutôt que ça ne pique pas. C'est hyper difficile, on y arrive. C'est vraiment un entraînement, hein. Mais on a toujours des termes négatifs. Et puis en psychologie, le ne pas est oublié au bout de quelques jours. Donc ne pique pas, on dit oh, qu'est-ce qu'elle m'a raconté déjà? Ah oui, pique. C'est le mot pique qui va rester. Bon, il y a plein de petites choses comme ça, mais c'est multiplier les approches. Et puis, bon, bah, comme toujours, être beaucoup dans l'écoute et voir comment la personne réagit à ce que vous dites. Et si vous sentez que ça ne marche pas, essayez une autre approche. Bah, tu vois, moi, par exemple, une guêpe, je trouve ça sublime. Je peux faire un petit dessin, montrer une photo. C'est rien. Et donc, aller sur le registre de l'esthétique. Ça pourrait raconter une histoire, une chanson. Alors, les rôles, ça marche pas mal. Un nid de guêpe, ça tue entre 30 et 40 000 proies chaque jour en été, gratuitement. Donc, c'est un insecticide gratuit. Donc, guêpe ou frelon, hein. Les frelons et les guêpes participent à la pollinisation, sont mangés par d'autres animaux, font partie de ce qu'on appelle un peu violemment la chaîne alimentaire. On peut aller sur les rôles. Il y a des gens, ils ont besoin de, comme on est égocentrique, anthropocentré, parfois on a besoin d'arguments qui alimentent notre anthropocentrisme. Donc les rôles, ça marche bien. Bon, et c'est pareil avec les moustiques. En fait, quand on me demande à quoi ça sert un moustique maintenant, ben, je sais et je le dis, je prends un tout petit peu le temps de le faire, mais en fait, écologiquement, un moustique est plus important qu'un humain ou une humaine. Donc ne me pose pas cette question, surtout des rôles, parce que tu risques de ne pas être utile du tout, puisqu'évidemment, nous ne sommes pas utiles. Donc écologiquement, parce que quand tu dis ah c'est utile ça, ben, en fait c'est un rôle écologique, mais un rôle écologique pour qui? Pour Homo sapiens. Pour avoir des fruits et légumes, vous voyez, c'est important, les abeilles sont importantes pour la pollinisation. Pourquoi? Pour qu'on ait des fruits et légumes. C'est jamais pour leurs beaux yeux. Y compris les grands animaux, c'est rarement pour leurs beaux yeux. Et donc, la notion d'utilité, de rôle, elle est à prendre avec des pincettes parce que nous sommes la première espèce, on va dire, on est la moins utile, puisqu'on est très impactant. Bon, il y en a d'autres qui sont impactants aussi, mais on est parmi les moins utiles écologiquement. Donc, est-ce que tu veux vraiment aller sur ce terrain-là? Ça veut dire que si on devait choisir entre un moustique et toi écologiquement, il vaudrait mieux qu'on choisisse un moustique. Ça fait plein de choses écologiquement, un moustique. Par exemple. Ben, les larves filtrent l'eau, les larves éclaircissent l'eau, les larves nourrissent plein d'autres animaux sous l'eau. Une fois qu'ils sont adultes, ils nourrissent plein d'autres animaux, ils participent à la pollinisation, etc. Est-ce que tu fais seulement le moindre début d'action qu'un moustique? Non, non, pas du tout. Donc, voilà. Mais ça peut servir parce que, comme toutes les autres espèces, on est égocentré. Enfin, voilà. Le chevreuil est égocentrique, un macaque rhésus l'est, un homo sapiens l'est, c'est un peu naturel de l'être. Un peu comme ça qu'on a survécu, tout ça. Mais ça peut servir un peu. Puis essayer de bouger un peu le curseur vers quelque chose de plus compassionnel. En fait, une vision sentientiste, animaliste, compassionnelle, c'est vraiment aimer les autres pour ce qu'ils sont. C'est ça qui est le plus important. Tu es comme moi, je suis, voilà, je t'accepte avec tes différences. Parfois, tu me plais pas trop, mais voilà, je t'accepte comme tu es. Ok. Merci. Merci. Oui, et donc pour moi, c'est juste être humaniste désormais. Dans la notion d'humanisme, on peut inclure les non-humains aussi. Est-ce que tu pourrais nous envoyer un lien ou m'envoyer un lien moi, que je mettrai sous la vidéo d'un article qui soit sur la sentience, justement, sur cette nouvelle vision-là, qui soit assez complet, assez intéressant? Alors, si on veut alors sur la sentience, donc sur le frelon à pattes jaunes, on peut prendre sur mon site. Je vais te mettre les deux liens. Donc ça, c'est sur la sentience. Et puis sur mon site, si on prend le cas des frelons, je ne sais pas s'il est complètement à jour, mais bon. Parce que, en fait, voilà. Je te le mets dans le chat.
Ouais. Voilà, deux exemples, les frelons et voilà en ce qui concerne la sentience. Donc, c'est ça le truc le plus important pour moi, c'est d'aller là-dessus, quoi, sur l'individualité. Donc, si on revient sur la notion d'espèce exotique envahissante, peu importe qu'elle soit d'ici, d'ailleurs, exotique, envahissante, peu importe, est-ce qu'elle est sentiente? C'est ça qui est important pour moi. Puisqu'on considère les humains parce qu'ils sont sentients, pourquoi ne pas considérer les non-humains s'ils sont sentients aussi, parce que ce sont des étrangers ou des étrangères? Ah bon, ok. Ben, en fait, non, pas ok, quoi. Mm. Ça te suffit, ça? Oui, oui, c'est bien. Oui, 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 oui. Oui, oui. Lien, puis c'est sourcé, tout ça. Et il y a la déclaration de New York. Mm. On peut trouver où? Oui. Non, ça m'intéresse parce qu'en fait, moi, je travaille beaucoup en termes sur l'éducation par rapport, plutôt que de travailler sur la transition écologique en faisant peur, en culpabilisant, de travailler quel rapport à la nature on veut mettre en place. Et en fait, c'est vrai que ça peut changer, enfin, le fait de voir ça comme ça peut effectivement beaucoup modifier notre rapport qu'on a au monde, quoi, au monde vivant, au monde. Donc, ça m'intéresse, ouais. Tout à fait. Moi, je rappelle qui je suis un vulgarisateur, médiateur, sensibilisateur, tout ça. Donc, moi, toute cette démarche-là, c'est bien sûr pour aller vers une meilleure relation avec les autres, hein. Et là, je vous ai mis la déclaration de New York, 19 avril 2024. Et ça continue, ça continue. Je ne sais plus combien il y a de signataires, c'est complètement fou. Ok. Bah, de toute façon, j'ai pris tous les liens et je les mettrai en sous-titre de la vidéo, en fait. Comme ça, ceux qui veulent Ok. Bon, eh ben, Super. écoute, Ben, merci Frédéric pour ces moments et puis à toutes d'avoir été présentes. Merci beaucoup. ça nous permet de remettre un peu en cause les idées, toutes les idées reçues. Ouais, c'est intéressant. Avec plaisir, je suis disponible, hein, vous avez mes coordonnées dans l'annuaire ou autre pour échanger, débattre, faire des rencontres. C'est un sujet que j'adore et mon prochain bouquin sera quand même beaucoup là-dessus. L'antispécisme, le sentientisme et la façon et nos différentes façons de voir les animaux non humains en fonction de nos prismes. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous tous. Et puis, on fera une autre session, je pense, à la rentrée maintenant. Merci. Super, bonnes vacances tout le monde, Ciao. merci. Et Bonnes vacances. Isabelle, tu me recontactes alors. Je te recontacte dès que j'en sais plus. D'accord, ça marche. Allez, ciao, au revoir. Merci Au revoir tout François. le monde. Merci Frédéric. Merci François.